Bonjour. Je me suis mis à l'abri de la pluie, là, ça a bien tombé tout à l'heure. Puis j'ai oublié mon pantalon de pluie, ce qui fait que je suis trempé en bas, là. Donc vous voyez, là, tout ça, j'ai deux pantalons, mais c'est trempé. Mais bon, je suis pas très loin de la maison. Je vais pouvoir... là, ça s'est calmé. Mais bon, je vais faire d'abord cette petite vidéo, puis après je vais rentrer tranquillement. Et puis, je dirais que comme pour se débarbouiller le matin, une bonne pluie bien fraîche comme ça, wow, c'est sympa, c'est fun, quoi. En écoutant, j'écoute beaucoup les chansons que je construis. Je ne veux pas dire je préfère dire que je construis des chansons, c'est-à-dire, je fais des paroles, des textes, quoi, en gros. Après, je choisis comment je veux que ça soit joué, à peu près. Alors, je peux plus ou moins affiner, mais pas tant que ça. Puis en multipliant les expériences, pof, oh, ça, c'est bien. Voilà. Bon. En général, pour un morceau, c'est pas rare que je fasse au moins une vingtaine pour l'avoir un qui est bien. Puis après, en réécoutant avec le recul, je m'aperçois que c'est pas si mal que ça. Et puis voilà, c'est du plaisir avant tout. C'est du bonheur d'écouter de la musique que j'aime bien dans mon style, et avec mes paroles en plus. Là, ce matin, j'avais fait j'ai construit toute une série de chansons basées sur les péchés capitaux. Et entre autres, là, j'étais sur la gourmandise. Alors, sur chaque péché était vu de trois manières différentes. À l'extrême, bah non, c'est pas si grave. L'autre, c'est hyper grave. Et puis un médian, voilà, en gros, on va dire ça comme ça. Donc j'ai d'abord fait l'écriture. Alors oui, tout ça avec l'intelligence artificielle, certes, mais c'est quand même moi qui pilote, c'est pas l'intelligence artificielle qui fait mes textes, mon humour, etc. Non, pas... Mais bon, elle m'aide énormément, c'est évident. Même à un moment, j'en ai fait une complètement en joual. Je maîtrise quand même pas suffisamment le joual pour penser en joual et écrire en joual, c'est évident. Enfin, là, on a le soleil qui est timide, mais quand même. Ça va sécher en revenant, alors. Pas ça, j'ai essayé ça, ça m'a l'air d'être étanche, on dirait. On verra bien. Je me voyais ce matin en train de... Là, même en vélo, en train de m'adresser à ma mère. À ma mère, je veux dire, même à mes parents, même à ma mère, la mère, j'ai besoin de ce... Comme vous avez pu voir, j'ai vu que comme j'avais fait une prière sur mon page, qu'il y a quand même quelques-uns qui l'ont vu. Je vais aller dans cette voie-là parce que quand je réfléchis à cette femme, qu'on appelle ma mère, puisque c'est elle qui m'a mis au monde, mais je ne la connais pas. Et j'ai appris il y a quelques mois qu'elle est décédée, au début de l'été, il y avait 3-4 mois. Donc c'est les seules nouvelles que j'ai eues de cette femme, avec une photo d'elle, qui n'était pas adressée pour nous, qui s'adressait à sa fille. Mais c'était la photo qui a été mise avec les trucs officiels, bon bref. Et c'est marrant, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est quand je l'ai vue, je trouvais qu'elle ressemblait beaucoup à sa mère, elle, donc ma grand-mère. Donc j'ai plus trop de souvenirs, mais quand j'ai vu elle, même nez, mêmes oreilles, quelque chose de Mémé Robin, voilà, elle ressemblait beaucoup à sa mère. Je crois qu'elle est décédée, ma mère, donc à 84 ans, et ma grand-mère est décédée il y a longtemps, mais elle était plus âgée que ça. Et je crois que se sont jamais revues toutes les deux. Je crois que ma grand-mère maternelle, pas de ce que j'en sais, parce que je ne sais pas tout, on va dire. Puis j'ai abandonné un peu tout ça il y a longtemps, et c'est pour ça que j'y suis aujourd'hui, on va dire. Parce que on ne fait pas le deuil d'une absence de mère dans sa vie, c'est pas vrai. Ce trou, ce précipice énorme dans lequel on se trouve, qu'on comble comme on peut. J'ai eu la chance de rencontrer des femmes, des filles, dont certaines m'ont largement donné autant, même plus qu'aurait pu me donner ma mère, sincèrement, mais c'est pas pareil. Pour moi, comme je disais dans une de mes chansons, m'a jamais cousu un bouton, m'a jamais dit je t'aime, jamais pris sur mes genoux, rien que dalle, zéro. Dada, on sait pas. Comment en parler alors? Comment en parler? Alors, j'ai eu, le côté intellectuel. Ouais, je suis quand même de sa chair.
Je suis métis, et mon côté métis est fort en moi, hein, autant noir que blanc. On me dit que je ressemble beaucoup à mon père, certes, mais je me sens aussi beaucoup blanc à l'intérieur, énormément, à point tel que ma femme, qui est elle noire et haïtienne, lorsqu'elle est en colère, elle me traite de blanc. Bon, c'est bon, tiens. Puis ça ne me surprend pas. Quand je suis allé en Afrique, pour les premières fois, il y a longtemps de ça déjà, puisque j'ai beaucoup voyagé en Afrique noire. En Afrique, tout court, fait chier de dire Afrique noire, parce que l'Afrique est noire, voilà, et pas parce qu'il y a quelques berbères et 3 arabes qui se baladent, que, bon, bref, c'est de ça qu'il s'agit. Euh, euh, c'est pareil, là-bas, je me faisais appeler le blanc, ou le libanais, ou voire même l'arabe. Beaucoup qui me croyaient que j'étais saoudien, en plus, je prenais une petite barbe à l'époque. Je portais même la djellaba avec. Ouais, j'adore, c'est des vêtements que je trouve hyper confortables. Que j'avais même fait faire, j'ai acheté des tissus, comme on peut faire là-bas, qu'on trouve plus ici, quoi. Et puis après, tu me fais faire tes vêtements, quoi. J'avais beaucoup aimé. Ouais, dis pas que je digresse, parce que je vais peut-être pas aller où je vais aller, mais comment je peux me positionner? Parce que je vois bien que c'est pas guéri en moi, il n'y a rien, il y a un fossé, il y a une douleur, il y a une souffrance, il y a une colère. Je peux pas dire autrement que je cherche à être honnête à travers ces vidéos pour moi-même déjà, puis peut-être pour ceux qui ont besoin d'apprendre aussi d'eux-mêmes, hein, par des expériences quasi similaires, ou le départ d'un quelqu'un de proche que tu aimes, je comprends ça. Oui, je suis issu de sa chair, mon corps. Mon mécanisme de départ a démarré par sa chair, elle, c'est quand même, c'est... Oui, avec les gènes de papa, c'est certainement, et du père, hein, qui ont fait que je suis métisse d'ailleurs, que j'ai de la mélanine. Hein. Évidemment, ici, on la voit pas trop, parce que j'ai pas l'occasion d'être dehors, je suis au Québec. 6 mois de l'année, on est dedans, et puis 6 autres mois, il fait pas toujours beau, puis je m'expose peu, parce que les opportunités ne sont pas présentées. Mais dès que je me mets au soleil comme quand j'étais en Guadeloupe, là, c'était, je sais plus quand c'était, pendant l'avant-dernier confinement, hein, en 2022, 21, je crois, hein, j'étais noir, mais je me trouvais beau, vraiment, je trouvais ma peau était magnifique. Puis bon, un noir pris au soleil de la Guadeloupe avec des bains quotidiens dans la mer, dans l'Atlantique, dans la baie des Caraïbes. Tout ça, ça crée une luisance de la peau, c'est magnifique. Je me trouvais beau. Puis heureux surtout, heureux d'être sous le soleil, même si j'ai vécu cette expérience en Guadeloupe, justement, où j'étais là-bas pour essayer de trouver les traces de mon père. Donc je suis allé où il est né, j'ai habité contraint et forcé chez son petit frère, qui m'a traité pire que de la merde, hein, agressif, menaçant, un sale con, vraiment un sale con. Mais même pareil, pour lui, je peux comprendre plusieurs choses. Hein. Il avait 86 ans, je crois. Bonne santé, hein. Ouais, pour malade, rien du tout, costaud, quoi. Un petit bonhomme, il est tous les jours au jardin, qui m'avait dit je t'emmènerai, il m'a jamais emmené, jamais, jamais. Au début, les premiers jours, il me ramenait des papayes, j'en prenais, puis un jour, il m'a fait une remarque. Il m'a dit, tu sais combien ça coûte les papayes? Je lui ai dit, pourquoi je te donne de l'argent? Je te paye. Et il s'est barré, il m'a pas répondu. Après, j'ai pu toucher ces papayes, terminé, plus vite qu'il aille. Puis après, il me les ramenait à pourrisser, là, à côté, là. Il me dit, pourquoi, pourquoi tu laisses pourrir les fruits comme ça? Enfin, que des trucs de ce genre. Et puis après, par exemple, bon, au bout de 2, 3 jours, qui faisait de la cuisine, vous voyez bien que bon, c'était un peu aléatoire son truc. Hein. J'ai dit, si tu veux, moi je peux faire la cuisine, je peux faire des courses, je peux faire la cuisine. Hein. Ouais, si tu veux. Je sentais bien qu'il y avait un truc là, mais bon, je me lance, je fais une belle soupe, j'achète pour ce qu'il faut. Est-ce qu'il m'emmène ou pas, ou est-ce que j'y vais à pied? Parce que oui, il m'emmenait jamais, je me déplaçais tout le temps à pied. Quand je dis à pied, il faut y descendre le Morne. Hein, les pentes, à l'endroit où j'étais, c'est pas des pentes à 3%. Hein. On est entre du 15 et du 30. Hein. À la Pointelle, je me suis même tombé en descendant tellement que t'es pentu. Et ça pesait, il y avait 6 km à faire. Puis après, remonter avec les courses avec. Mais ça va, ça m'a remis en forme. Au début, j'en ai chié quand même malade. J'ai arrêté de fumer grâce à ça, d'ailleurs, à l'époque. Hein, et puis donc, j'achète ça, je fais une soupe, j'étais content. J'ai travaillé toute l'après-midi pour ça. Le soir, je sers. Mais c'est pas comme ça qu'on fait de la soupe. Hein.
Hein. Ouais, je t'apprenne en plus qu'on fasse de la soupe, puis en m'engueulant quasiment. Et non, non, mais laisse faire la cuisine, tu connais rien de toute façon. Comme je te parle, hein, pareil. Il m'a boule, le type. Évidemment, on était en plein Covid. L'autre avait branché la télévision, les chaînes, les mass médias, vous savez, ces chaînes corrompues, menteuses, dégueulasses, qui racontent des conneries en permanence. J'espère qu'il y aura un jugement pour ces gens-là. Alors évidemment, il était là avec sa zapette, puis en train de me tirer, carrément, il était en train de me reprocher de sortir tous les jours. Sans masque. Eh oui, parce que, vous n'avez pas dit, mais quand ça a démarré le confinement en Guadeloupe, il y avait des masques nulle part. Nulle part. Moi, j'ai eu un masque en papier, j'ai gardé pendant 2 mois. Ah bah, je crois que j'ai toujours gardé. J'ai rattaché des bouts de ficelle, truc. Donc, qui servait à rien du tout. Mais bon, de temps en temps, on m'en suis servi pour quoi faire. Je sais pas très bien quoi. Hein, puisque normalement, on avait le droit de sortir qu'1 heure par jour, sous condition. Il fallait déclarer toi-même. Des trucs. Quand j'y pense, on est en 44 là, en 1944 en France. Ils ont même envoyé à l'époque en Guadeloupe. Je sais pas si vous voyez, la Guadeloupe, c'est unique et grand comme 3 fois Montréal, quoi. Ben, en gros, c'est petit, quoi. Mais c'est beau, on en parlerait pour ça, pour autre chose, mais c'est d'une beauté incroyable. Et qu'est-ce que je vois? J'étais en train de me baigner tous les jours. J'allais à un endroit particulier où il y a une petite rivière d'eau douce qui se jette dans la mer. Et tous les vieux, tous les gens d'ici allaient se baigner là. Hein, il y a une sorte de petite crique où c'est la mer, et puis après tu te rincer dans l'eau douce. Donc moi j'y allais tous les jours. Même si on n'avait pas le droit d'y aller, j'y allais tous les jours. J'ai croisé plusieurs fois la gendarmerie qui m'ont jamais emmerdé. Et tu es vous là? Ouais, ouais, j'habite là-haut. Ouais, ok. Ouais, ben, vous savez que... Hein, bon, allez, bonne journée. Ils savaient qu'on allait se baigner là, mais on n'était pas exposés sur les grandes plages publiques, où là, ça les aurait exposés eux. On était discrets, cachés dans nos petits coins. Il y avait des mamans qui venaient avec les enfants l'après-midi. Hein, c'était... Ouais, on n'était jamais nombreux, 5, 6, 7. Ouais. Et mon oncle. Ouais, ouais, il venait se baigner. Hein. Jamais il m'emmenait. Hein. La première fois que je l'ai vu, j'étais tout content, je le vois arriver, je le vois. Il me salue pas, je remets mes lunettes, je vois bien. Est-ce que je vois bien? Ah non, c'est bien lui. Hein. Il m'a ignoré complètement. Il l'avait, machin, s'est rincé, fait ses petits exercices, puis il est remonté dans sa voiture, il est remonté. Ni bonjour, ni merde, rien, parce que j'avais fait un très joli sourire quand il est arrivé, content de le voir, et puis, bon. Une haine envers moi, mais incroyable. Mais je fais la haine envers tout le monde, de toute façon. Envers son fils et tout. Pourquoi? Ah, hein, le bonhomme, déjà, c'était un adventiste du 7e jour. Une sorte de spiritualité à 3 balles, dégueulasse, raciste. En gros, c'est de la juiverie pour noirs. Pareil, exactement ça. Il y a des jours de Shabbat, il y a des produits interdits. Enfin, je me suis retrouvé vraiment comme si j'étais dans une famille juive. Hein. Et ce homme-là, adventiste de 7e jour, qui écoutait la radio adventiste, hein, donc évidemment, pendant la Covid, on a fermé leur temple, enfin leur synagogue. Je ne sais pas s'ils appelaient ça des synagogues, j'en sais rien, mais c'était fermé. Hein. Vraiment, ils ont fait des trucs dégueulasses. Hein. L'État français s'est comporté. Mais bon, les Guadeloupéens, c'est des gens résilients. Ils ont vu le fouet, ils ont vu toutes les saloperies que les hommes blancs leur ont fait à leurs parents, à leurs grands-parents. Ils n'ont pas vraiment peur d'une bande de lascars. Donc il y en a qui sont bien démerdés, essayer de survivre là-dedans. Et ouais, comme je disais, je vais revenir un peu à l'histoire. J'étais en train de me baigner à côté de la rivière Grande-Anse, ça s'appelle Grande-Anse. Hein. Et qu'est-ce que je vois au loin? Je regarde, parce que moi j'écoute pas la télé, donc j'étais pas au courant. Je fais un porte-avions, c'est quoi ça? Un porte-hélicoptère, je crois le Jeanne d'Arc ou un machin comme ça. Une arme de guerre gigantesque. Là, entre la Guadeloupe et les Saintes, dans le canal, entre les deux. Un monstre, un truc énorme. Il y a des 50 hélicoptères de guerre là-dessus, enfin, des bombes atomiques, j'en sais rien ce qu'ils foutent. Là, en Guadeloupe, pendant la Covid, des dingues, je vous dis, des dingues. Quand je vois ça, c'est pas possible.
Ils vont nous attaquer, quoi. Ils veulent tuer les Noirs, encore. Alors, je parle fort comme ça quand je vous parle, hein, parce que je sais qu'ils ont des micros, là, alors ils entendent tout, là. Hein, tu pètes un peu à 3 km ou 4 km du bateau, ils l'entendent. Malgré le bruit des machines. Hein. Alors, je dis, toi qui m'écoutes, là, salut, hein, tu me vois? Ouais, vous allez me voir, là. Je suis le petit con, là, au bord de la plage, chez moi, là. Ouais. Qu'est-ce que vous foutez là? Vous n'avez pas honte, toi? Puis je commence à leur parler. Bref, ils m'ont pas envoyé quand même une escadrille. Mais dit, qu'est-ce qu'ils foutent? Bref, ils restent stationnés. Là, le bateau s'arrête entre l'île des Saintes et moi. Ouais, je dis ça comme ça, parce que c'est moi qui étais le plus, je veux dire, le plus près de ce bateau en tant que résident local, en tant qu'autochtone. Je remonte, bon, comme j'avais l'habitude de faire, en passant m'acheter 2-3 bières à l'épicerie, puis je remonte en passant par un grand arbre avec qui je discutais, où il y avait des chenilles, les fameuses caterpillars. Ça veut dire quoi, caterpillar? Chenille. Ah bon, d'accord, je comprends mieux. Bref, et j'arrive, je sais pas, je vais dire ça à mon cousin, le fils de mon oncle. Puis t'as vu, il y a un porte-hélicoptère, il y a un truc de guerre énorme en bas. Puis ouais, ils ont dit ça à la radio, à la télé. Ah ouais? Et j'ai dit, pourquoi faire? Ah, ça n'a pas traîné, 2 heures après, qu'est-ce qu'on entend? Et le bruit de ces machines, c'est énorme. Moi, j'ai travaillé au 5e GS Alat en France. C'est le groupement de soutien léger de l'armée de terre, c'est-à-dire un truc qui s'occupe d'hélicoptères. On avait des Pumas à l'époque, des Gazelles, et des Alouettes, Alouette 2, Alouette 3. C'est pas mal comme hélicoptère, ça. La Gazelle aussi, mais j'aime bien l'Alouette, son petit côté libellule. Ah, mais les Pumas, ça fait un boucan d'enfer. Alors, il y a plus encore, il y a Frelon, super Frelon. Bon, c'est des moteurs, je sais pas. Bref. Et là, Tipac, avec un énorme spot, juste au moment où la nuit tombe, à 6 heures, comme tous les jours, hein, on n'est pas loin de l'équateur, en train d'éclairer les villages, les maisons. À quoi? À 100 mètres au-dessus de nous. C'est quoi? Ils sont en train de chercher quoi? Un Covid? Des virus? Pour éclairer les virus? Pour menacer les gens. C'est ça qu'ils ont fait. Des dingues. C'est vrai qu'ils ont peur du peuple guadeloupéen pour faire un truc pareil. Hein. D'ailleurs, c'est le seul peuple qui a, lorsqu'on a dit qu'ils n'ont plus voulu payer les infirmiers et les infirmières, ceux qui avaient refusé de se faire vacciner, ils ont quand même fait la pression, ils se sont fait payer. Parce qu'ils ont dit, autrement, vide l'hôpital, c'est pas compliqué, ça va être vite fait. Quoi. Les Blancs, enfin, bon, je parle des Blancs qui n'avaient pas le choix de se faire soigner là, parce qu'évidemment, les béquets, tout ça, quand il y a des crises en Guadeloupe, ils sont plus là, ils sont aux États-Unis, ils sont en France, en Angleterre. Ah, ils attendent que ça se passe, sans rien céder, bien sûr. Ouais, c'est ça. Donc, c'était un peu sur les pas de mon père. Donc, et je parlais de mon oncle, justement, la particularité, c'est que lui, il a vécu avec son épouse, donc ma tante, que je n'ai pas connue, parce qu'elle était décédée 2 ans avant. Je crois qu'ils ont vécu 65 ans, 67 ans ensemble. Alors, imagine bien que si tu as un compagnon de ta vie tous les jours, qui pendant 67 années, et qui disparaît, bon, il était perdu. Quoi. Parce que tous ceux qui m'ont parlé de ce qu'elle était là, bah, ils ont été bien accueillis, elle savait faire, quoi, voilà. Mais lui, non, avec, je te dis, la Covid en plus. Alors il y a ça, et puis il y a le fait que les vieux Antillais, en général, ont toujours peur des, comment ils nous appellent, nous, les négropolitains. Hein, c'est-à-dire, en gros, les descendants, etc., qui vivent en France et qui ne vivent pas aux Antilles, qui sont les descendants et qui, en général, arrivent aux Antilles, ils peuvent prétendre éventuellement à des héritages. Bon, ça. Alors, c'est vrai qu'il y avait la maison de mon père, pendant un temps, une maison où il habitait un oncle charmant que j'ai pas connu, était décédé aussi, mais dont j'avais entendu parler de lui. Je crois que j'avais eu au téléphone il y a longtemps. Et alors, on prend un petit bien qui valait peut-être 300 000 balles, parce que c'était bien placé, bon bref, peut-être même plus, j'en sais rien. Mais nous, rien que du côté de mon père, on est 6 héritiers. Oui, parce que même avec ses enfants à lui, il n'y a pas que mes frères et sœurs, il avait aussi des demi-frères et des demi-sœurs, je sais pas, tout le monde avait le droit à un petit bout. Et puis, eux, en tant que famille héritière, ils étaient 7, je crois, dont 5 survivants, donc tous ont eu des gosses. Donc en gros, se retrouver à 50 ou 60, tu te marches le morceau, quoi. Qu'est-ce qu'on n'a même jamais pensé à ça?
C'est à eux, c'est leur histoire. Je me serais senti très mal de prétendre à quoi que ce soit, mais après, qui m'ait pourri la vie comme ça pendant 2 mois et demi, à la fin, je me suis dit, mais toi, j'ai envie de te rentrer dedans et voir un peu l'état des papiers, etc. Puis bon, j'ai laissé tomber parce que d'abord, ça aurait été des procédures onéreuses, compliquées. Puis même, c'est la colère qui m'a amené à ça, mais j'en avais pas l'intention d'aller plus loin que ça, quoi. Ben, juste pour dire, les traces de mon père. Et c'est marrant que je parle de ça parce qu'en fin de compte, en réalité, je voulais faire une vidéo sur ma mère. Hein, comme quoi, c'est pas facile. Hein. Parce que mon père, j'ai eu encore un bout avec lui. Hein. J'ai pu voir, comment je peux dire, avec mes mots à moi, le branleur qu'il était. Ouais, je peux pas dire autre chose. Ouais, hableur, dragueur, fumeur, festeur, frimeur. Mais du concret, du solide, rien que dalle. Zéro. C'est un joueur de poker. Alors, quand il jouait pas au poker, il jouait au rami. Quand il jouait pas au rami, il faisait les courses. Quand il avait fini les courses, il reprenait le rami. Il attendait le soir pour jouer au poker, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand le poker était fini, soit à 1h, 2h du matin, on partait en boîte de nuit, danser, boire du champagne, du whisky, machin. Et puis après, ça rentrait bourré certainement à 5-6 heures du mat. Hein, et tous les jours. Tous les jours. Et c'est là-dedans que s'est retrouvée ma mère. Une blanche, toute jolie. Il y a une photo d'elle, un petit photoportrait qui ressemble un peu à comment on dirait, oh la belle libellule là. Oh énorme, Evin Rude, qui ressemble un petit peu à ces photos de coiffure chez les maisons, chez les coiffeurs à l'époque, dans les années 50, hein, il y avait toujours des portraits de coupe de cheveux, hein, comme ça se fait toujours sûrement aujourd'hui, hein, mais voilà, ça me fait penser à ça, pour ça que j'ai jamais vraiment su si c'était elle ou pas. Je me suis dit, ça se trouve, je garde ça, parce que ma soeur m'a confirmé que c'était bien elle. Une jolie brunette, quoi, qui est tombée amoureuse d'un beau noir. Elle est tombée sérieusement amoureuse, parce que... Alors bon, je rappelle à l'époque quand même que la pilule, ça n'existait pas. On était encore sous le joug de l'église. Et avorter, t'oubliais ça complètement, quoi. Je veux dire, c'était... Alors en plus, malgré les apparences, la culture chrétienne, catholique était là, installée chez les gens, et je pense que ma mère n'aurait jamais imaginé une seule seconde avorter, mais elle n'a non plus jamais imaginé une seule seconde pouvoir s'occuper des gosses qu'elle faisait régulièrement tous les 2 ans. Non, elle en a fait 4. Avec mon père, hein, puisque après, ils se sont séparés tous les deux. Mon père est parti en faire d'autres ailleurs. Et puis elle a continué aussi à en faire. Elle a refait 2 filles. Avec un noir, toujours pareil. Elle a gardé le noir. Le noir lui va bien, c'est vraiment black is beautiful. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc cette femme, elle est arrivée dans ce milieu avec cet homme. Alors, au début, mon frère qui avait 2 ans de plus que moi, presque, enfin 21 mois d'écart, à peu près tous entre nous. Évidemment, les premières sorties qui sont sorties, ben, ils ont été voir qui? La grand-mère, la mère de ma mère. Ah, tu peux pas garder Fred un peu? On sort un peu, on va juste le week-end, après. Elle m'a dit, oui, mais bon, faudra revenir quand même. Hein. Bon, puis au début, qu'est-ce qu'on sait? Moi, j'aurais bien fait pareil pour mes enfants, mes petits-enfants, même si je suis pas là, mais je pense que mon épouse, elle le fait, elle garde un peu s'il y a besoin. Bon, c'est pas du tout pour les mêmes raisons, mais... Et puis, sûrement que petit à petit, ma grand-mère a dû un peu s'énerver un peu de ça, mais elle était contente d'avoir mon frère, et je pense qu'elle l'a élevé un peu comme son fils. Mon frère a eu cet avantage d'être souvent chez ma grand-mère, et pas moi. Et quand moi je suis né, bon, au début, biberon, ça n'a pas duré bien longtemps, à un moment, évidemment, mais tu peux aussi garder celui-là, et là, c'est tombé, boum. La grand-mère a dit non. Là, vous avez des enfants, il faut que vous en occupez, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein, de sortir tous les week-ends, c'est pas ce que vous faites. Hein, et fumer et jouer aux cartes, c'est pas une vie pour toi, ma fille. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, bref, j'imagine bien. Hein. Ma grand-mère n'était pas une femme de l'ancien temps, mais qui avait quand même des grosses valeurs morales, qui était veuve, son mari qui était... Ouais, il était boulanger. Non, il était un ancien ouvrier dans le Chantal nucléaire de Chinon qui a été écrasé par la camionnette de boulanger. Un accident, quoi. Bon, un truc de dingo. Elle n'a pas été tuée à la guerre. Hein, mais bon, c'est une femme quand même qui est née avant la guerre de 14-18, quoi. Hein. Bon, c'est quand même des gens... Et puis pour elle, elle était dans le genre... L'aîné, c'est l'aîné. Les autres, bon... Il y avait l'aîné et puis le dernier, quoi. Après, ceux au milieu, ils se démerdent. Hein. Donc moi, j'étais le deuxième, donc je ramassais les fringues de mon frère quand ils étaient usés. Tout.
Sauf qu'à l'époque, oui, comme ça au début, mais après, ça a changé. Et, et je pense qu'à partir de ce moment-là, la tension a commencé à s'organiser. Je me suis retrouvé tout petit, quoi, tout seul, en foyer. J'avais un foyer qui s'appelait plusieurs, la Bazoche et celui de la Membrolle. Je me rappelle celui de la Membrolle, la Bazoche, je ne me rappelle pas. Hein. Je devais être encore plus petit. Hein. Ou alors je me rappelle d'un endroit, c'est peut-être ça, la Bazoche. Hein, je devais avoir. Je tenais à peine debout, quoi. Ah, 1 an et demi, quoi. Je me rappelle de peur, je me rappelle beaucoup de la peur. C'est ça. Ouais. La peur, le sentiment de solitude. Ouais. Salissure, me pisser dessus jusqu'à je sais pas combien de temps. Je suis pas en train de vous pleurer, mais quand même, moi je les ai, ces douleurs en moi. Elles sont pas échappées, elles sont pas disparues. Et je sens bien que je peux pas porter ça tout le temps. Il faut qu'à un moment, je lâche un peu avec ça. Et il y a quelque chose en moi, je suis père moi-même, j'ai des choses, mais comment on fait pour... quand j'étais jeune, moi j'étais pas tout net non plus, hein, mais j'étais quand même là, mais j'occupais de mes gosses. Quand ils sont venus, j'avais même arrêté de fumer et tout ça à l'époque. Hein. On a trouvé une maison, on a installé nos enfants, on n'avait rien, eh ben on s'est débrouillé, puis on a gagné bien notre vie, même très bien notre vie. Voilà, je sais pas, dans ma tête, ça me pensait impensable d'abandonner mes enfants. Alors d'être un père modèle qui donne les couches, ben non. Donc j'ai essayé une fois ou deux, j'ai failli vomir. Moi les couilles, c'est pas mon truc. Ouh là. Mais c'est là, voilà, c'est tout. La mère de mes enfants, elle aussi était très présente, elle s'est beaucoup donnée pour que ça fonctionne, quoi. Hein, en gardant un peu nos spécificités. Nous aussi, on aimait sortir. Hein, donc on allait au moins 1 ou 2 fois par semaine, on allait danser. Et pour ça, ben, on avait une nourrice. Hein, pas s'appeler les je ne me rappelle plus. Qui a été notre témoin de mariage, d'ailleurs, entre autres. Hein, je crois bien sa tête, mais on ne plus de son prénom. Hein, donc voilà, on a amené les enfants à la nourrice, et puis voilà, on avait le week-end à nous, ou des fois on partait, on avait bien, quand on a eu un peu plus de sous, ben, on prenait l'avion, on foutait le camp au Maroc, on allait faire la grosse fiesta pendant 2, 3 jours, après on était tranquille pour 1 mois, on pouvait se redonner à fond, c'est comme ça qu'on organisait notre vie. Mais on n'a pas organisé notre vie autour de nos plaisirs, en privant de notre famille, non, tout le contraire. Jamais de la vie, c'est heureux d'être avec nos gosses. J'avais aménagé une voiture à l'époque, il y avait le lit derrière, tout était aménagé, comme on bougeait beaucoup, hop, dans les couffins, dans la voiture, hop, on partait. Ça n'a jamais posé de problème. En plus, on fréquentait des gens qui étaient comme nous, qui avaient des gosses. Donc j'ai du mal à... J'ai du mal à voilà. Je dis que pardonner, c'est... Pardonner quoi? C'est ça que j'ai... Si je pouvais savoir ce que je dois pardonner... on me dit pardonne-toi à toi-même. Certes, je comprends ça. Tout cet aspect où... suite à certainement à cet état de fait, j'ai eu des comportements dans ma vie durs, violents. J'ai été un gars violent, oui, c'est vrai. Même des fois orgueilleux, un orgueil puissant. Mais par rapport à ce que je connais de l'orgueil chez les humains, je crois que j'étais très très orgueilleux, pas tant que ça. Hein, mais j'étais quand même orgueilleux, bagarreur. Mais j'adorais recevoir, faire la fête, donner, je donnais beaucoup. Tu veux que j'avais un truc, tu veux, tiens, prends-le. Ça fonctionnait comme ça, quoi. Un côté, c'est très sociabilisant. On a toujours eu des gens chez nous, tout le temps, qui habitaient à la maison, à demeure. Hein, genre qu'on avait des pioles, allez hop, vas-y, avait des gens qui l'intéressaient. Mais pas parce qu'ils avaient de l'argent ou quoi que ce soit, c'est parce que ouais, il était cool, il savait vivre avec nous, quoi, tout simplement. Voilà. Je crois que j'étais un bonhomme plutôt correct, mais avec des excès. Et c'est vrai qu'on retient souvent les excès chez les gens. On reconnaît. T'as beau être beau toute ta vie, hein, si par 2 ou 3 fois t'as été mauvais, c'est que ça qu'ils vont retenir. Le reste, ils l'auront oublié. Ça évitera d'être redevable, c'est tellement plus confortable. Hein, donc, c'est de ça qu'il s'agit un peu. Pardonner ce bonhomme-là, oui, je crois que j'ai fait. J'ai fait parce que j'accepte aujourd'hui pleinement qui je suis, au potentiel dans tous les sens.
ma femme y encourage, mon épouse, mes autres compagnes que j'ai eues aussi, en me disant « t'es pas le monstre que tu crois être hein, ». Pas complètement, oui, c'est vrai. Et j'ai arrêté comment je dirais, de mal me juger. Voilà. J'ai commencé à... Alors, j'ai pardonné ce bonhomme. Oui, je crois. Oui et non, il y a des choses que j'aurais aimé faire à deux, mais comme avec la mère de mes enfants, on m'en a jamais voulu. Quand c'était possible, elle n'a jamais voulu. Elle m'a dit non, je suis trop en colère. Je peux pas. Puis il y a des chances parce qu'elle s'est jamais remis avec quelqu'un en couple. On sait qu'elle avait vraiment une grosse colère. Ouais, on s'est fait mal, hein, ouais, c'est sûr. C'est allé loin, vous savez. La drogue, je parle pas du petit pétard de temps en temps, je parle de vraie drogue. Avec la mère de mes enfants, quand on s'est connus, on tournait aux amphétamines à raison de 20-30 cachets par jour. Tu n'as pas dû imaginer l'état dans lequel on était. Je parle pas du LSD, de l'héroïne. Parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas encore la coke, mais l'héroïne, oui. Mais surtout les LSD, les amphètes, et puis l'alcool. L'alcool, le vin. J'ai eu une passion pour le vin. Moi, j'ai toujours voulu être plus français que français, alors je me suis intéressé au vin. Grâce à un copain, Jacques, que je salue au passage, qui a eu des enfants avec nous, qui était un passionné des vins, qui m'a éduqué un peu au vin. On est allés ensemble. Comme moi, je faisais des braderies, tu allais à des marchés dans toute la France, et qu'on tournait souvent ensemble. Bah, dès qu'on était dans une région viticole, on se déplaçait, on allait voir des exploitants, et puis on achetait des bouteilles, et puis c'est comme ça que j'ai appris. Et j'ai adoré, j'ai eu une vraie passion pour le vin. Hein. Quand je parle d'alcool, je parle pas de vin. Hein. Vraiment, même encore aujourd'hui, des fois que je regarde, quand je vois la télévision, je vois un verre, et je dis, ah bah, tiens, ça c'est quoi comme vin? Tu vois, j'ai ce petit réflexe. Mais bon, j'ai arrêté ça il y a bien longtemps. Mais j'ai vraiment aimé. Hein, donc, une des plus belles découvertes que j'ai eues, pour moi, c'est le vin jaune. Hein. Le vin jaune de Monsieur Tissot. Je savais même pas que ça existait des vins pareils, extraordinaires. Ah, pas que ça, mais le vin jaune, c'est quand même. Il y a le vin de paille aussi, mais je préférais le vin jaune. Hein, et puis des champagnes. Enfin bref, c'est une période. Alors effectivement, l'alcool, plus c'est droit, machin, ça peut nous amener dans des endroits bizarres, hein, étranges, dangereux. Et je crois que c'est pas un truc que j'ai pas voulu expérimenter. Enfin, pas un truc, si quand même, mais bon. J'ai jamais voulu tuer personne. Voilà, là je reconnais. On m'a proposé des choses, hein, vous croyez, ouais, mais ça m'est jamais. Et quand je me suis battu, quand l'autre disait stop, j'ai arrêté. C'est pas aller acharné comme aujourd'hui, là. Ils veulent tuer l'autre à tout prix, un truc de dingo. Je me suis fait casser la gueule quelques fois. Ouais, des fois j'allais trop loin, là, évidemment, je mesurais mal ce qu'il y avait en face. Ouais, bah oui. J'ai appris à courir aussi. Hein. Enfin, tout ça, c'est pas le. Ce bonhomme-là, je l'aime pas beaucoup, quoi. Mais en même temps, je le comprends beaucoup. Énormément. J'ai jamais vu ce bonhomme-là dire dès le départ, je vais me défoncer pour aller lui casser la gueule. Non, non, ça s'est jamais passé comme ça. C'est, on se défonce, puis à un moment, les vibrations, délire. Je vais vous raconter ce qu'il y a dans la tête d'un alcoolique à haute dose. Et quand on dit en France, ouais, il a eu 2 grammes 4. Ah bon? Ah, bah 2 grammes 4, on commence à peine à s'allumer, nous. Hein. Tu multiplies ça par 4, ouais, 8 grammes, 10 grammes, 12 grammes, ouais, comme un éthylique. Pareil, quelquefois. Enfin, juste le réflexe de garer la voiture dans l'herbe à côté, puis de tomber raide. Une fois, il y a quelqu'un je suis tombé mort. Hein. C'est un type qui a vu ça, il s'est arrêté. À mon avis, il devait connaître le problème parce qu'à l'époque, il fallait prendre une pilule orange, un machin, que je devais claquer entre les dents. Mais ça faisait repartir le truc. Oui, 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 c'est de ça que je parle, moi. Hein. Et pour le gars, il a vu ce produit. Quand il a vu ça, il m'a ouvert la bouche, il m'a fait fermer le machin. Ça m'a sauvé la vie. J'étais en train de mourir. Il y a une chose que je trouve terrible dans tout ça, c'est ce que j'ai fait, la peur que j'ai créée aux autres. Et peut-être
Ouais, la peur que puissent subir mes enfants dans mes moments d'ultra-violence et de colère. Pas contre eux, jamais contre eux. Mais contre leur mère, contre, ouais, contre leur mère surtout. Des regrets, bien sûr que j'en ai qui n'en auraient pas. Quand je dis inadmissible, ça reste inadmissible. Mais je te comprends, je me comprends. J'ai pas envie de débattre là-dessus, là tout de suite, devant cette caméra, mais j'aurais aimé en parler avec elle, mais j'aurais voulu. Elle pouvait pas. Et puis maintenant, il y a longtemps qu'on n'est plus ensemble, depuis 30 ans, je pense, hein, donc ça veut dire qu'il y a plus que prescription. Oh, pas 30 ans, 25 ans. Oh, je sais plus, enfin bref. Alors, je parle de tout ça parce que tout ça, je vais arriver à parler. Ma mère, je vois bien que c'est très présent. En moi, c'est une souffrance, réellement, réelle. Et qui s'exprime par une colère, par un, comme je dis, les bras qui t'en tombent. Comment maman peut faire des choses pareilles? Ouais, pour moi, comme je connais la drogue, je connais l'alcool, je comprends. Si elle était alcoolique, c'est possible, hein, parce que pas pourquoi elle sortait tous les soirs, elle avait carburé au champagne, je sais pas quoi. Hein. Et puis, je crois que j'ai cru comprendre qu'elle était surtout accro au sexe. À un niveau où, ben, et le mal qui passe à côté, c'est il n'y a plus rien qui fonctionne, tout s'éteint ou tout s'allume, j'en sais rien, mais il n'y a plus que ça qui compte. J'ai rencontré une fille comme ça dans ma vie. Quand j'étais à Saint-Malo, que j'avais un magasin à Saint-Malo. La femme d'un marin pêcheur. Un bon pote en plus. Qui venait m'emmerder tous les jours dans ma boutique. Elle était jolie, hein. Mais dès qu'elle rentrait à mon contact à moi, je la voyais, elle se transformait. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais j'ai dû la prendre plus d'une fois, lui remettre les freins. Je dis, rentre chez toi, là, c'est pas ça. Ça va pas, il va revenir, qu'est-ce que tu fais, là? T'es complètement dingue. Et puis j'avais même parlé, la mère de mes enfants, elle était au courant, elle savait. Hein. Donc c'est une maladie, pareil. Enfin, en tout cas, c'est un mal-être, elle était malheureuse de ça. Et elle faisait pas avec tout le monde, avec certains hommes, plus vibratoires, tu vois. Elle ne se contrôler plus, quoi. J'en ai une autre aussi. Hein. J'en ai plusieurs, en fin de compte, sont rentrés comme ça dans mon champ. On va croire que chez nous, les hommes, en fin de compte, lorsqu'on est des séducteurs, parce que, en fin de compte, moi, je fais partie des hommes séducteurs, séduisants, je sais pas, mais séducteurs, oui, oui. Beaucoup de femmes m'ont aimé, m'ont désiré, beaucoup, et me désirent encore, j'en suis certain. Hein. On a ce qu'on appelle du sex appeal, va comprendre ça. Hein. Et que chez certaines femmes, ben, ça va au-delà du raisonnable. J'en ai même eu encore il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, qui m'écrivaient. À qui je donnais suite, je pouvais comprendre. Hein, je n'étais pas en train d'en jeter des pierres. Hein, qui déclaraient leur flamme en pleine nuit, qu'elles avaient besoin de lâcher les mots, tout ça. Bon, j'imaginais la scène avec, sans difficulté. Et puis après, j'essayais de la ramener en me disant, mais je peux comprendre, voilà, ça t'a débordé, c'est quelqu'un de sensé, raisonnable, t'inquiète pas, ça reste entre nous, d'ailleurs, c'est toujours resté entre nous. Ah, mais je t'en veux pas, et au contraire, je sais que c'est une dépendance, voilà, une vraie. Et je pense que ma mère, elle était là. Elle était dépendante des hommes comme du sex appeal. Hein. Je ne sais pas si c'est le terme sex appeal, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Hein. Et je pense que ça allait au-delà du fait d'être maternelle. Alors en plus, une époque où, quand elle est souvent au lit, tu avais un gosse qui tombait au bout de 9 mois, il n'y a pas de secret. Hein. Il n'y avait pas de pilule, donc ça se reproduisait obligatoire. Mais c'est pas parce que tu es une femme que tu vas attendre une mère. L'instinct maternel, oui, certes, il est chez les femmes. Pour beaucoup d'entre elles, quand je vois ma fille, elle est née avec, elle est toute petite, elle voulait être maman. Elle a eu 3 enfants, 3 garçons. Je suis même sûr que si elle avait de l'argent, elle en aurait d'autres. Elle était plus aisée. Tellement elle se sent bien dans ce rôle de mère, elle l'assume bien, ça la rend belle, ça épanouit. 3 beaux garçons, plus son mari, on peut dire qu'il faut lui. Hein. Ma mère, apparemment, n'avait pas cet instinct-là, et elle avait cette dépendance, j'en suis sûr. Ça et l'alcool.
peut-être même un peu de drogue, va savoir. Avec mon père qui était quand même un sacré loustique. Bon, je pense qu'à l'époque, surtout, ça n'existait pas. Ces drogues-là, mais autrement, sûrement que... Alors, cette femme-là, ouais, cette jeune femme si belle, comme j'ai vu sur les photos, jeune, pétillante, qui s'est avilie. Comme moi, je me suis avili dans l'alcool, dans la drogue, elle s'est avilie dans le sexe après de cet homme. Je m'approche de toi. Je m'approche parce que me pardonnez-moi dans mon avilissement, dans cette indignité d'être lorsqu'on est avili, avachi. Si me pardonne-moi, je vais te pardonner toi. Mais il me faut le temps encore. Il me faut le temps parce que c'est pas facile de ne pas pouvoir aimer sa mère, qu'on connaît pas. Parce qu'encore, tu la connaîtrais, elle t'a fait des vacheries, des saloperies, tu pourrais mettre tout un tas de trucs. Mais tout ce qu'elle m'a fait, c'est surtout qu'elle n'a jamais été là. Elle nous a abandonnés. Jetés, comme je dis, comme un vieux torchon dans le fond d'une poubelle. Et ça, c'est le côté le plus difficile. Et je pense que c'est cette blessure-là que j'ai du mal à... Il y a des gens qui vont rêver, je vais arrêter. Là, c'est cette blessure-là qui pour moi est le plus dure à guérir, tout simplement. Je vois que la pluie redémarre, il y a quelqu'un qui vient de s'arrêter. De toute façon, je me suis approché très près d'elle, aujourd'hui, là. J'ai été dans la noirceur, parce que je connais le monde des ombres. Le monde des ombres où la lumière disparaît, et où le feu brûle fort, fort, fort. Jusqu'à consumer ta pensée, ta manière de regarder le monde, tes yeux se transforment. Je connais ça. Et je te vois comme ça, dans cette douleur qui s'appelle plaisir, et qui est en réalité une destruction de soi. Je peux dire ça aujourd'hui, mais à l'époque. Et elle, t'es jeune. Jeune femme. Puis quand elle a abandonné le premier, qui n'était pas vraiment l'abandon, il y avait la grand-mère, le premier, il y avait le deuxième. Ouais, les deux autres qui ont suivi. Le chemin, la route était tracée. Le système a pu nous sauver des folies de ce couple dément, parce que ça devient démentiel à un moment. S'il n'y en a pas un qui se réveille dans le couple, ça va jusqu'où? On tue les gosses, on les fout dans le congélateur, c'est ça? Ça m'a fait du bien de parler de ça, maintenant, comme ça, et de mettre ça en public, je n'ai pas honte. Ouais, on peut me dire, ouais, t'es comme si, ouais, on va dire, comme disait Jésus, celui qui n'a pas fauté, qui me jette la première pierre, qu'il arrive. Et attention, pas il me la jette, mais moi je peux y en retourner. Ah mais je m'appelle pas Jésus. Vous avez remarqué. Mais, faut que je trouve la voie pour me rapprocher de cette femme aujourd'hui. Il faut que j'arrête de me faire mal avec ça. J'ai besoin de cette femme, j'ai besoin de ma mère aujourd'hui. Je sais qu'elle est morte, justement. Là, je sais où elle est. Je peux m'adresser à elle. Pas pour pleurer, mais j'ai envie de l'aimer, j'ai besoin de l'aimer. Voilà. C'est ça que je veux dire. Parce que je sais que je ne veux pas partir, de quitter ce monde avec cette blessure, ce cœur saignant, sur quelque chose d'aussi fondamental à qui je suis. Aussi fondamental. J'ai fait un travail avec mon père qui n'a pas abouti encore, mais le chemin a été entrepris. Mais là, il est question aujourd'hui que vraiment je trouve ma mère, alors je prie pour la rencontrer à nouveau, pas dans la chair,
parce que la vie est ainsi faite, mais dans le cœur, dans l'amour. J'ai besoin, je sais que la voie c'est le pardon. Alors, j'y travaille au pardon. Merci d'avoir écouté jusque-là. Les humains sont des êtres extraordinairement beaux, même dans leur pire folie. Parce que la vie, quelle qu'elle soit, elle est belle, toujours belle. Bye bye.